Je ne sais jamais comment commencer une émission. Voilà, c'est toujours... Déjà, je vais te dire bonjour. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. J'ai cette impression-là. Il est bien ce film. Hein. Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. C'est bien, il est très très beau ce plan. Enfin, ces deux films se rejoignent par rapport, je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfant. Première question, je la pose à toi. On se tutoie ou on se vouvoie? On se vouvoie. Alors on va... Essayons le vouvoiement. Ça risque d'être très drôle, mais pourquoi pas. Se tutoie? Oui, on se tutoie. Bonjour, 6e épisode, dernier épisode de cette petite saison de cette émission On se tutoie. Et donc nous avons la chance, l'honneur d'avoir avec nous Madame Yasmine Chouir. Donc première question, on se tutoie? Ah bah oui, bien sûr. Parce que c'est le titre de l'émission. Ah oui, donc, oui, bien sûr, on se tutoie. J'ai reçu Damien Ounouri la dernière fois, il m'a dit non, on va se vous voyer. Et ça n'a pas duré 5 secondes parce qu'il portait un t-shirt Babelwell, j'arrivais du mal à le vous voyer. C'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci. Et c'est à toi de me recevoir. C'est tout à fait normal. En plus, tu es là à Paris actuellement parce que ton dernier film en date, ton premier long métrage, si je ne me trompe pas. Oui. Et ton dernier film en date, parce que tu en as fait d'autres avant, on en parlera bien évidemment, jusqu'à la fin du temps. Oui. Jusqu'à la fin des temps. Des temps, pardon. Tous les temps. Des temps, c'est vrai. J'aurais dû me rappeler de la chanson de Tupac. Alors que nous sommes de la même génération, donc honte à moi. Et donc oui, le film est projeté, au moment où on se parle, le film a déjà été projeté plusieurs fois. À Paris ou dans la région parisienne, dont une projection dans le cadre du festival du film arabe. Oui, le festival des cinémas arabes de l'Institut du monde arabe. Alors c'est un petit peu le retour de la Biennale qui existait il y a quelques années, et avec une projection aussi au sein du Centre culturel algérien. Voilà, on a fait ça. D'accord, ok. Et donc ces projections-là, tu vas voir. Alors je dis ça à tous mes invités. C'est un chaos organisé, notre conversation. Oh, très bien, voilà. J'adore le chaos organisé. Sache-le. Donc c'est très déconstruit, mais tu verras, on arrivera à un moment ou un autre au film, au pluriel. Donc oui, alors c'était, si je me trompe pas, ce sont des premières c'est la première en France, quoi, de ce film. Oui, la première en France, pas la première européenne, parce qu'on a fait 2 événements, un festival et une caravane en Espagne, mais en France, oui. Donc en France, c'est la première. Quand est-ce qu'il y a eu la projection en Algérie? Alors, la projection en Algérie a eu lieu le 19 mars, date par hasard, symbolique, le 19 mars 2018. Donc on a projeté l'avant-première à Aïd al-Nasr. Et ça s'est bien passé? Très bien, franchement très bien, franchement. Étonnamment très agréable. Beaucoup de gens du métier, beaucoup d'amis, des journalistes, des cinéastes qui sont venus voir le film. On a partagé une petite soirée et de discussion et autour du film. Donc je suis rentrée dormir sereinement ce soir-là, avec beaucoup de pression, mais sereinement. Alors, on va mettre les professionnels de la profession, comme disait Godard, de côté, d'accord, et on va se pencher sur le public, les gens du peuple, comme on dit. Oui. Et comment quelle a été la réaction Alors, on a fait quelques projections en dehors de cette avant-première là-bas. J'y arrive. Après l'avant-première, on a fait... Tu sais, t'es en terrain, c'est famille, t'es dans la famille, là. En plus, c'est très joli. Voilà. Il y a des livres. Détends-toi. Tu es avec moi, je suis pas méchant, tu me connais. Enfin, un petit peu, mais avec tout. Bon, bref. En tout cas, t'es pas rancunière. La preuve, tu es là. Non, bien sûr. Non, mais en fait, on a fait une sortie commerciale juste après. Et franchement, on a eu quelques réactions. Bon, après, je sais pas parce que c'est surtout sur Internet un petit peu. Et on a fait quelques projections, par exemple à Mostaganem, où on est parti projeter le film pour que les gens qui nous ont aidés, là où s'est déroulé le tournage, donc les gens qui nous ont aidés, les familles des comédiens, le public et tout. Donc quand il y a une salle où il y a le public, en dehors des fameux cinéastes qui sont là, franchement ça se passe très bien. Franchement, c'est... des fois je me pose la question par rapport au sujet, par rapport au thème, s'il y a... Souvent on dit ça, vous savez, enfin tu sais, vous tous...
Tu sais, quand tu fais un film, tu te rends pas compte que tu as touché certains sujets, surtout ce film-là. Parce que je suis pas partie avec l'idée de briser des tabous. Mais au final, on me dit souvent, ah oui, on a beaucoup de tabous qui sont tombés pendant ce film. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu un petit peu peut-être peur du public par rapport à ces tabous-là. Et finalement, comme c'est peut-être raconté avec un peu d'humour et tout, que c'est un peu sarcastique et tout, il y a des choses qui passent comme ça. Mais sincèrement, ça me fait bizarre de te dire ça, mais franchement, ça se passe bien pour moi par rapport à ce film. Alors quand tu parles de tabou, c'est par exemple, alors je sais pas, hein, j'extrapole certainement. Est-ce que tu penses que c'est pas évident de montrer, pas forcément qu'en Algérie, hein, c'est dans le cinéma mondial, hein, un début ou un semblant d'histoire d'amour entre deux sexagénaires, deux septuagénaires. Est-ce que ça fait partie de Je pense que ça aussi, ça fait partie d'autoriser des personnes âgées à s'aimer. Et à vivre une histoire d'amour, que le personnage principal ne soit pas un jeune premier. Peut-être il y a ça de l'ordre, enfin, cinématographiquement. Après, je pense que c'est plus par rapport à la société, par rapport à la condition de la femme, par rapport à la politique, par rapport à la religion. Parce que ce film, c'est une espèce de petite chronique d'un village ou d'un cimetière. Donc, ça m'a permis de parler de beaucoup de choses en parallèle de cette histoire d'amour naissante. Et du coup, je pense que chacun y trouve quelque chose de l'ordre du tabou qui a été brisé. Sincèrement, je sais pas, je saurais pas te dire exactement de quoi il s'agit. Peut-être il faudrait demander au public. Mais j'ai cette réaction souvent dans la salle. Les gens en partant me disent « Ah, ce film a brisé des tabous », mais d'une manière peut-être un peu ludique, j'allais dire. Mais tu parles de ce village, mais moi quand j'ai vu le film, comment dire, j'ai l'impression que le temps est suspendu dans ce village. Oui. Je voulais raconter une histoire un peu... En fait, moi j'adore les films qui te font voyager en tant que spectateur, où j'ai toujours cette expression pour dire tu montes pendant le générique début, tu montes et tu te fais conduire comme ça pendant toute une histoire et tu redescends à la fin et tu as voyagé. Tu t'es un peu changé l'esprit, tu as tes propres idées que tu as pu retrouver. Il y a une crédibilité dans le sens où c'est pas un film de science-fiction. Il y a des codes que tout le monde peut retrouver en tant qu'être humain vivant dans une société. Peut-être que le spectateur algérien, il trouvera beaucoup plus de codes et plus facilement parce que c'est sa société, c'est sa culture. Il va le lire plus vite. Mais je pense qu'au niveau international, il y a aussi des facilement compréhensibles, le film. Mais en même temps, ça reste une fiction avec une espèce de lieu. Même le lieu, c'est un lieu... d'ailleurs, ce lieu n'existe pas. Hein. On a passé avec la production 2 années à essayer de trouver le cimetière qui pouvait correspondre à Sidi Bou-el-Qbour. On n'a pas réussi à trouver le lieu, donc du coup on a fait la magie du cinéma, on a reconstruit ou recomposé ce Sidi Bou-el-Qbour avec plusieurs cimetières de la région de Mossaganem et en plus un village à Siret. Donc tout ça par rapport au temps, par rapport à l'utopie du lieu, que ce soit un lieu qui aujourd'hui est un lieu religieux parce qu'il est rattaché à la mort, comme dans toutes les cultures et dans le cimetière est souvent rattaché à la religion, peu importe quelle religion, c'est à la foi, c'est au côté spirituel et tout. Dans beaucoup de villages en France, quand tu vois un cimetière, il est rattaché à l'église à côté. Donc il y a cette religion qui est une religion de lieu et de culture. Et voilà, je répondais à quoi? Je sais même plus. Très bien, mais est-ce que dans ce film-là, dans cette histoire, dans ce village, est-ce que c'est la religion qui régit un peu les individus, les habitants de ce village? Du moins, je l'ai pas écrit comme ça. J'ai écrit une religion qui fait partie de la vie du quotidien de ces personnages, qui finalement cohabitent et coexistent humainement. Tout le monde est plus ou moins accepté dans ce village, même si on a l'impression, par exemple, le personnage de Nabil, qu'on rejette très souvent, mais finalement, il est récupéré régulièrement par la communauté. Parce que Nabil... Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film... c'est le jeune businessman qui va ouvrir une entreprise de pompes funèbres, la première entreprise de pompes funèbres de la région. Et pourquoi? Parce que simplement les autres ont tout pris.
Voilà. Pas mal celle-là quand même. Elle est pas mal celle-là. Et du coup, j'avais envie de créer un endroit où plein de gens pouvaient cohabiter et où il y aurait cette religion musulmane que souvent on rattache au terrorisme, on rattache à une minorité de meurtriers qui l'utilisent et qui l'instrumentalisent. Du coup, je me suis dit, bon, il y a tellement de musulmans sur cette planète qui vivent paisiblement avec leurs prochains. Pourquoi ne pas aussi montrer un lieu comme ça qui aujourd'hui, peut-être pour beaucoup paraît utopique, mais finalement, se dire qu'à la fin du film, pourquoi pas ? Pourquoi pas un lieu comme ça ? Pourquoi pas un lieu où pourraient coexister des gens différents et qui s'accepteraient parfois, qui seraient en conflit le lendemain, mais au final, ils s'entretuent pas. Ils interagissent les uns avec les autres. Oui, mais je l'ai pas trouvé très utopique, ce village. Je l'ai trouvé apaisant, finalement. Et d'ailleurs, le seul personnage qui... parce que, alors, on parle de religion, mais il faut savoir que dans ton film, ce n'est pas un film sur la religion. Non, on le sait, voilà. Parce qu'on a ouvert une petite parenthèse, mais ça n'est pas... On va oui, tu as dit qu'on allait déstructurer. Voilà, donc on va la remettre parce que on va pas rester là, on va pas s'attarder là-dessus parce que ça n'est pas un film religieux ou sur la religion, je ne sais quoi. Mais tu vois, alors tu me contredis bien évidemment si je me trompe, mais j'ai l'impression que le seul personnage qui dans un premier temps dans ce film arrive comme ça avec des a priori, ça n'est pas un personnage parce que et nous-mêmes aussi. Merci de nous avoir manipulé un petit peu d'ailleurs. C'est qu'on a cette impression par rapport à un certain personnage du film qui s'appelle Nassima. Nassima, oui. Qui est faite de cristal, c'est ça, comme dirait un de tes personnages. Et donc, t'as vu, j'ai vu le film. Je vois ça. Ah bah, super. Et donc, tous les détails. Ah oui, c'est important. Et donc, oui, parce que c'est un film qui regorge de détails, comme dans les comédies italiennes. C'est un film qui a une narration qui, à mon avis, fonctionne parce qu'il y a des détails. Et ces détails-là, selon moi, ce sont les détails de chaque individu. Et c'est une espèce de... Ouais, c'est très cosmopolite. Et donc, le seul personnage qui a des a priori et qui, en quelque sorte, est un petit peu notre représentant à nous, spectateurs, c'est celui qui décide de descendre du bus au début. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est joli, mais je parle pas mieux que toi. Hein. De toutes les manières, j'ai parlé du film pendant longtemps et j'en parle pas mieux que toi. Mais c'est vraiment ça. C'est ce personnage qui débarque qui est le rôle principal, ou un des rôles principaux du film, qui est Johar, qui est une femme. Je voulais que ce soit une femme qui débarque avec tous ses préjugés qu'elle a récupérés, qu'elle a amené avec elle, qu'elle a pris de sa société à elle et qu'elle a emmené dans cet endroit. Et le film commence avec cette mare et ce pavé qui est jeté dans la mare, qui est elle. Et on arrive avec elle, bien évidemment. Et je voulais qu'on arrive avec tous ces a priori-là, et parce que c'est le personnage qui nous véhicule finalement. Et au final, elle va trouver un lieu qui ne correspond pas à tout ce qu'elle a cru pendant tant d'années. Tout ce qu'on lui a dit. Tout ce qu'on lui a dit. Ouais. Et tout ce qu'elle a cru et tout ce qu'elle a accepté. Et au fait, finalement, son parcours à elle, par exemple, par rapport à son personnage à elle, c'est comment arriver à se détacher des a priori quand on a plus de 60 ans, quand on a passé 60 ans à vivre sous une pression sociale et à croire à certaines choses et à accepter certaines choses, comment se détacher et accepter que l'être humain peut être différent, que voilà, je peux pas raconter les détails de ce film. C'est pour ça que j'ai du mal à résumer ce film, parce que il est tellement plein de détails quand je commence à raconter le synopsis, où des fois je m'embarque dans un personnage et des fois dans un autre, parce que pour moi tous les personnages sont aussi importants que les deux personnages principaux et chacun apporte quelque chose dans ce film-là. Et par rapport à ce que tu dis, par exemple pour le personnage de Nassima, je voulais jouer un petit peu avec le spectateur et lui dire que, comme moi, hein, je me considère tout autant... le mot n'existe pas, mais je vais dire préjugeuse. J'ai des préjugés quand je vois quelqu'un qui est habillé d'une certaine manière ou qui se comporte de telle manière ou qui parle. Dans le film, il n'y a aucune séquence qui est explicite par rapport au métier de Nassima. Je joue sur les mots, je joue sur certaines expressions, et encore c'est des codes. Du coup, c'est les codes que le spectateur lui enclenche et qu'il transpose sur le film. Et au final, je voulais que et le spectateur et Johar, donc le personnage de la femme qui débarque dans ce village, se disent mais pourquoi j'ai cru ça ? Est-ce que c'est l'habit ? Pourquoi j'ai eu moi aussi des préjugés sur ce personnage-là ? Et du coup, il y a une espèce de jeu entre le spectateur et l'auteur, et qu'on ressorte du film avec
peut-être des questions sur soi, des questions sur notre rapport avec les autres, que d'un film qui va te donner une leçon à la fin. Écoutez, c'est comme ça les choses. Je suis pas donneuse de leçons, de toutes les manières, je saurais pas le faire. Mais vraiment, pour moi, c'était une histoire qui me permettait juste de interagir avec le spectateur. Et si le film arrive à faire ça à la fin de la projection, que un spectateur ressorte en se disant mais pourquoi j'ai pensé ça, et pourquoi j'ai fait ça, et pourquoi, comme s'il a vécu le film avec les spectateurs, je parle beaucoup, ça ce serait génial. Voilà, je vais me taire, je te laisse parler, tu parles mieux que moi. Donc elle rencontre Ali qui est un fossoyeur, oui. On a tendance à l'appeler comme ça alors que lui il n'arrête pas de dire je m'appelle Ali, oui. Et donc il va se passer quelque chose entre eux. Peut-être plus du côté d'Ali. Oui, au départ, plus du côté d'Ali, parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de coup de foudre. On ne sait pas pourquoi. Même moi, ça m'intéresse pas de savoir pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un. Ça arrive, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qui font qu'on aime quelqu'un. Mais en fait, elle arrive et par l'histoire, elle décide d'organiser ses propres funérailles. C'est le moment où je raconte un peu le synopsis, c'est ça? J'y vais? Non, tu fais ce que tu veux. Non, mais je peux. الو واه يا مسكينه الله يرحمها. هذه شركه غادي تحل هنا ان شاء الله بربي. لا في سيدي بوفر ها هو محمد كيما كنت تشوفوا ها وين يجي ما يزغد لا على الشمال لا على اليمين حاجه كارانتي كاع والميت نيشان الحفره. ما رانيش حابه نموت وحدي والقطوط ياكلوا لي عينيا. عرس في سيدي بولقبور. جوز تفضل عيب عليك تقارن ما بين النساء والحريات. غيريتها بزاف الشيء. كاين البقعة كاع ماليها عايشين في الموت. ما كاش واحد فيهم يبغي يقول صح. أنا باين أعيش معاك ولو تبقى ليلة من عمري. ايش بيه؟ خليك منها. انتوما الزوج ما تحشموش؟ فكرتوا كامل الخير اللي دارتوا فيكم العالية. ها روحي وسينية. En fait, c'est l'histoire d'une femme, au moins que tes spectateurs Parce que on est en train d'en parler tes auditeurs et spectateurs sachent de quoi, c'est quoi l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui arrive dans un village et qui ne pense pas rester, mais finalement va rester quelques jours. Dans sa tête, elle va rester juste quelques jours avant de repartir. Et pendant ces jours, elle va décider d'organiser ses propres funérailles. Et comme ça se fait pas trop, elle sait pas comment faire, elle va demander au fossoyeur, d'ailleurs c'est son métier, donc on va lui demander à lui de l'aider à organiser ses funérailles. Au départ, il accepte pas, mais comme tu disais, il y a quelque chose qui naît et on sent qu'il y a un intérêt de sa part pour cette femme, donc il va accepter presque amoureusement et naïvement de l'aider à organiser ses funérailles, plus pour se rapprocher d'elle. Enfin, c'est ce qu'on devine. Et au fur et à mesure qu'ils avancent dans cette organisation des funérailles, on va découvrir tout simplement la vie, un quotidien, des gens qui renouent avec la vie, qui renouent avec le rire, qui renouent avec l'espoir. Oui, parce finalement. que cette amitié amoureuse, est-ce qu'on peut l'appeler ainsi, oui. cette amitié amoureuse qui est... N'oublions pas qu'aussi cette femme, Joher, pardon, elle vient parce que elle vient dans ce village pour se recueillir auprès de la tombe de sa sœur qui est décédée récemment, et donc il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement même au niveau même des autres personnages qui sont autour d'eux. Et cette histoire-là. Parce que bon, quand on regarde un petit peu ton parcours, il y a en 2006, tu fais El Bab, le court-métrage, premier court-métrage, en 2010, 2011, 2010, et en 2010, deuxième court-métrage, et en 2018, 2017-2018, il y a celui-ci. Que fait Yasmine Chouet entre 2010 et 2017 Elle écrit. Moi, je sais un petit peu, mais non, en fait, parce que c'est...
J'ai pris beaucoup de temps à écrire ce scénario, enfin beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps à produire ce film-là. Mais le scénario, il est, enfin, oui, cette idée-là. Il a commencé en 2010. Ah oui, quand même. Hein. Oui, il a commencé en 2010. On va dire qu'entre 2010 et 2013, 2012-2013, j'ai développé toute seule la première partie du scénario. Et à partir de 2013, j'ai essayé de faire quelques ateliers d'amélioration. Exactement, d'écriture, de réécriture. De réécriture comme ça, pour essayer d'améliorer le texte. Parce que souvent, quand on écrit, c'est dans notre tête, on a l'impression que tout est clair, mais il y a le premier spectateur qui est celui qui lit le scénario. Alors, je t'interromps 2 secondes, parce que c'est vraiment, j'ai envie de la poser. Quand tu écris, est-ce que, quand tu écris ton scénario, est-ce que tu l'écris en ayant déjà monté ton film dans la tête? Oui. Beaucoup de séquences, d'ailleurs. Beaucoup de séquences. Il y a des séquences où à l'écriture, je les ai déjà découpées. Parce que comme je réalise et j'écris... C'est pas évident, ça. Non, c'est pas évident. Et surtout, c'est pas évident parce que quand on va sur le plateau de tournage, le décor n'est pas le même, le comédien n'est pas le même. Et des fois, le comédien n'est pas celui auquel tu pensais. Oui, déjà. Et puis, il est pas... Même si on prend le meilleur casting, ce jour-là, il est malade ou il est pas bien, ou il n'arrive pas à dire ce texte-là. Donc il faut réécrire à chaque fois jusqu'au montage. Mais bon, ça, j'apprends rien à personne. Je pense que tous les cinéastes le disent. Mais entre-temps, moi, j'ai essayé de faire ces ateliers d'écriture. Et puis, on avait commencé à déposer le scénario auprès du FDATIC. On a eu le FDATIC fin 2013, il me semble, décembre 2013. Et depuis 2013 jusqu'à mi-2016, on n'a pas pu avoir l'argent du FDATIC. Parce qu'il y avait des problèmes administratifs à gérer, il y avait des changements de ministres, des changements d'administration, des changements de... Et à chaque fois, on repassait en commission d'évaluation, on repassait. Et donc, ça a pris 3 ans. Donc, du coup, entre-temps, parce que personnellement, je commençais à déprimer complètement. Je peux comprendre, parce que 8 ans, oui, c'est ça. Ce que j'essayais, j'ai mon travail qui est... oui, parce que voilà, tu es journaliste, tu avais même une très bonne émission de télé à la... Canal Algérie, donc je continue à faire mon travail et parler de cinéma, mais en même temps, mon métier, je considère mon métier, c'est de faire des films ou de raconter des histoires. Donc j'étais très, très frustrée. Et un jour, j'étais en train de me plaindre à mon père en disant, voilà, c'est pas normal, ça prend trop de temps et je veux faire mon film et tout. Et il m'a dit, mais arrête de te plaindre, fais autre chose. Et comme c'était impossible de déposer un projet au niveau du ministère de la Culture, on a déposé un projet au niveau de la télévision. Et c'est comme ça qu'on a fait entre-temps la série Studio 27, qui parle aussi des mésaventures de jeunes Algériens qui essayent de faire un film et qui galèrent comme ça. Donc pour moi, et en plus ça m'a permis de partir à Mostaganem, de tourner à Mostaganem, de rencontrer d'autres comédiens, de faire un casting en quelque sorte pour mon long métrage que j'allais tourner. Parce qu'il faut dire ce qu'il faut le dire, mais à Mostaganem c'est extraordinaire. Il y a si je me trompe pas, on est d'accord. Oui. C'est incroyable. Il y a pas mal d'acteurs, que ce soit des amateurs ou des professionnels. C'est une ville magique par rapport au théâtre. C'est la ville du théâtre. C'est la ville qui a le festival du théâtre amateur qui a 50 ans, je pense qu'il fête ses 50 ans cette année. Donc, quand tu vas à Mostaganem, tu rencontres le directeur de l'école primaire, et c'est quelqu'un qui a fait du théâtre. Tu rencontres l'inspecteur de police, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre. Tu rencontres le boucher, c'est quelqu'un qui a fait du théâtre. Tout le monde fait du théâtre. Comment tu peux expliquer ça? Je sais pas, c'est une culture. Jouer avec la fiction, c'est quoi ce... Je sais pas, c'est une culture qui existe depuis l'indépendance dans cette ville. C'est une ville côtière, c'est une ville où il y a beaucoup, pas que des comédiens de théâtre, il y a des plasticiens qui sont de Mostaganem. Il y a une très bonne école. C'est la seule ville où il y a une école, où il y a le cinéma qui est enseigné à l'université. Il n'y en a pas une il y a pas à Alger ou à Orange? Non, à Mostaganem, à l'université normale, j'allais dire. Il y a une formation en cinéma. D'ailleurs, il y a Zakaria Seydani qui a fait l'école là-bas, entre autres. Okay. Et puis ils ont l'école des Beaux-Arts, une très belle école des Beaux-Arts à Mostaganem. Donc il y a des plasticiens, il y a des musiciens, mais ils sont juste absolument magnifiques, les musiciens là-bas, dans tous les styles. Et je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du culturellement de magique ou particulier qui existe dans cette ville. Après, il n'y a pas que ça qui m'a attirée, bien évidemment. En premier lieu, c'était le décor, parce que c'est pas la ville des 300, c'est Al-Qal'a, les 395 saints, marabouts. Mais peut-être qu'il y en a autant dans toute la région, en fait, quand tu te balades à Mostaganem. Là où tu lèves la tête, là où il y a une crête, là où il y a une colline, il y a des saints. Et je trouvais ça très joli. Cinématographiquement, c'est très, très beau, parce que
même spirituellement, c'est beau de se dire qu'il y a des gens qui montent jusqu'en haut sans voiture. Ça veut dire qu'ils font une assomption comme ça pour une quête spirituelle et tout ça. Et tout ça, c'est inspirant par rapport quand on est auteur. Tout ça, l'effort que fait l'être humain pour se rapprocher, pas de Dieu, hein, mais de son côté spirituel, d'essayer de chercher la paix intérieure, d'essayer de chercher des réponses à la vie qu'on se pose tous. Ouais, tout ça, c'est très inspirant. Ou du moins, c'était très inspirant pour écrire ce film-là. Et là, il y a la musique. Il y a la musique, il y a le terroir, il y a les costumes, il y a plein de choses. Choses que tu ne trouves peut-être pas forcément ou peut-être plus forcément à Alger, par exemple. Alger, c'est très difficile. Même à Alger, déjà d'être inspiré quand on est asphyxié par la pollution des voitures, c'est très terre à terre ce que je dis, mais c'est aussi par autre chose, hein, tu sais. Ouais. Non, mais je veux dire, déjà quand on sort à Alger, le train de vie ne permet pas de se poser, de contempler. Quand tu écris, t'as besoin un petit peu. Quand tu crées, t'as besoin un petit peu de libérer ton esprit et puis Alger ne te permet pas ça. Peut-être que parce que je vis à Alger, parce que je sors de la maison pour monter dans la voiture, pour aller au travail, dans l'embouteillage pendant 2 heures, aller au boulot, revenir, il fait déjà nuit, il n'y a pas vraiment où sortir, du moins tu peux pas décider à la dernière minute de sortir, il faut vraiment que tu organises tout. Donc la vie à Alger, pour moi, n'est pas inspirante. Après, elle peut donner lieu à de très belles histoires parce que c'est urbain, c'est la capitale, il y a plein de choses qui peuvent se passer. La nuit à Alger est très belle et très mystérieuse parce que Alger, c'est une ville contradictoire. Son jour et sa nuit sont... On va faire un petit clin d'œil à Yanis Koussim, voilà, Alger by Night. Voilà. Donc, et je veux voir Alger by Night. Et donc... je pense qu'il y a quelque chose à raconter. Moi, j'avais envie de m'enfuir peut-être de mon propre quotidien. Quand même, t'enfuir. T'enfuir, oui. D'accord, fuis. Et là-bas, donc, à Mostaganem... Je reste jusqu'à la fin de l'interview, si tu veux bien. Et donc tu fais cette série Studio 27 qui te permet aussi de découvrir cette ville, cette culture, cet apaisement, tout cela. Et est-ce que tu retravailles le scénario à partir de là ou tu attends quand même J'attends. Ce que je retravaille, c'est des discussions, beaucoup de discussions avec les comédiens qui étaient déjà castés, parce que je pensais que j'allais commencer beaucoup plus tôt. Donc on était vraiment parti pour un tournage et on s'est retrouvé à la dernière minute bloqué, ce qui était très frustrant. Donc des discussions, beaucoup de repérage et après beaucoup de... Alors qu'est-ce que ça m'a permis? Oui, de réécrire. En fait, on réécrit tout le temps. J'ai réécrit plein de séquences sur le plateau de tournage parce qu'à un moment donné, il fallait réécrire. Le scénario et la réalité ne s'adaptaient plus. Donc il fallait réécrire. Ce qui est bien quand tu as le scénariste avec toi, c'est que tu peux réécrire. Donc, en même temps, en essayant de ne pas s'éloigner, de ne pas se laisser aller juste pour la facilité et tout, pour être cohérent dans tout le film, par rapport aux autres séquences qui ont été déjà tournées ou qui seront tournées plus tard, que les personnages restent cohérents dans leur développement psychologique et tout. Mais oui, et après au montage, on a fait la même chose. On a remonté certaines séquences qui n'étaient pas... qui était facilement transposable plus tôt dans l'histoire ou plus loin et tout. D'accord. Donc oui, on a réécrit tout le temps. Et donc la personne qui a monté ton film, c'est Yamina Chouir. Ouais. Voilà. Comment ça se passe le travail avec Yamina Chouir? En fait, il y a deux choses. C'est pas évident, ça peut ne pas être évident de travailler moi, ensemble. C'est pour ça que je pose la question. Ma productrice est ma sœur, ma monteuse est ma mère. Donc il y a bien sûr, même pour eux, il y a du bon et du moins bon. Je vais pas dire du mauvais, parce que le meilleur, c'est qu'au final, on sait, et moi je suis très apaisée parce que je sais que ma mère et ma sœur, ou que ma famille va tout faire pour le film. Ça veut dire que c'est pas des gens qui vont tirer pour eux quelque chose. Ils vont même si je me dispute avec eux, et on se dispute beaucoup, mais je sais qu'au final, c'est pour le film. Si ma mère en montage me dit ça marche pas et qu'elle s'entête avec moi, c'est que elle se bat pour le film et qu'elle se battrait exactement, parce que je l'ai vu, j'ai grandi avec elle qui monte les films de Rajdi, de tous les grands réalisateurs algériens, de mon père et tout. Elle a le même comportement, oui, elle a le même comportement avec ces réalisateurs-là qu'avec moi. C'est quelqu'un qui va s'entêter jusqu'au bout par rapport à ses idées à elle, en disant ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et en plus, elle a beaucoup plus d'expérience que moi à ce niveau-là, que ce soit juste au niveau du montage. Je parle même pas des années qu'elle a derrière elle de métier, mais juste par rapport au montage. Donc ça, et en même temps, et sérieusement, c'est quelqu'un de très respectueux par rapport à mes idées. Quand je dis non, c'est non.
au moins elle me laisse et je monte comme je veux. Et après, quand je re-regarde, ou je me rends compte que, voilà, à ce moment-là, c'est elle qui avait raison, ou je me dis non, Mordicus, c'est comme ça que je veux mon film. Donc, on a certains points de divergence et certains points d'accord, mais au final, je pense qu'on travaille. Et ça, ce qui est bien, c'est quand on est en famille, si on se dispute, on claque les portes, on s'en va, même s'il faut partir... Jamais 2 jours, mais on va dire, allez, 2 jours où on se parle pas, mais on sait qu'au bout du 3e jour, on va revenir autour d'un café comme si de rien n'était. Tu pourrais écrire un film là-dessus. Chronique d'une famille qui fait des films. Ah, j'ai déjà fait Studio 27. En plus, si tu mets chronique, t'as la palme d'or assurée. Hein. Elle sera vraie en tout cas, cette palme d'or. Bref, passons à autre chose. Oui. Et donc, oui, alors je voulais te poser aussi une question, et après, je te promets de ne plus rester sur le noyau familial. Non, mais il n'y a pas de parce que ça, c'est j'ai envie, voilà, quand on a la possibilité aussi de travailler avec des personnes illustres, c'est très intéressant. Et le film, quand tu l'avais terminé, est-ce que ton père, donc Mohamed Chouair, est-ce qu'il l'a vu, ou est-ce qu'il a été le premier spectateur? Qui a été le premier spectateur d'ailleurs de ce film? Le premier spectateur, alors bon, bien sûr, c'est les techniciens qui ont travaillé en post-production. C'est ma productrice, ma mère, même ma productrice. À un moment donné, vers la fin, comme on a fait la post-production à Paris, elle n'était pas là les 2 dernières semaines, donc du coup elle a découvert la version finale pendant le festival de Dubaï, si je dis pas de bêtises. Donc elle m'a fait confiance, jusqu'au bout. Et mon père, elle est hors champ, elle est là, toujours. On lui fait coucou. Et mon père, lui, par contre, la version finale montée et mixée en musique et tout, il l'a pas vu du tout jusqu'à l'avant-première d'Alger. D'accord. Et je pense que même il avait trop d'émotions à ce moment-là. Je pense qu'il est passé à côté du film ce jour-là, parce que je pense qu'on a projeté le film 3 semaines plus tard à Mostaganem. Et c'est là, il m'a dit, c'est là que j'ai vu le film. Ouais. Il était un peu moins sous pression par rapport à l'avant-première, où il y avait tous les gens du métier, ou peut-être même lui, c'est le film de sa fille, mine de rien. Il avait peur, je pense qu'il devait avoir plus peur que moi. Mais je pense que ce jour-là, il était un peu sous pression. Il a vu le film, mais il n'a pas assimilé comme... Enfin, je sais, parce qu'il me l'a dit, hein, mon père, il parle pas beaucoup. Mais je sais qu'il a dit à ma mère qu'après Mostaganem, c'est là où il a vu le film pour la première fois, réellement. Il était assis devant, il avait l'écran en face, il n'avait pas la pression des gens du métier autour de lui. Il était un peu plus apaisé par rapport à... Et donc, il l'a vu 3 semaines après sa sortie, concrètement. D'accord. Ton film, comment dire, puise dans le registre de la comédie, mais pas forcément la comédie... C'est plutôt de la comédie sophistiquée, on va dire. Tu sais, c'est pas du burlesque, même s'il y a quelques petits moments comme ça, mais c'est... Et donc, qui dit que pour moi, je trouve que le genre le plus difficile au cinéma, c'est la comédie. Selon moi, parce qu'il faut vraiment conserver un rythme, et c'est assez dur, assez parti. J'aurais voulu savoir comment toi tu as travaillé sur ce rythme-là, parce que quand on voit le film, c'est pas évident finalement, parce que c'est un film qui est très apaisé, qui est parfois comment dire, qui n'est pas lent, mais qui prend son temps. Voilà, qui prend son temps. Et il y a des petits moments comme ça, pouf, il y a par exemple, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il se passe quelque chose dans ce film, et c'est comme si... C'est à partir du moment où, d'ailleurs, on apprend certaines vérités sur certains personnages secondaires. Et là, on sent que, comme tu avais posé les bases, donc nous sommes maintenant prêts. Et là, il y a un deuxième rythme qui arrive dans ce film. Et voilà, j'aurais voulu savoir comment tu as travaillé sur ta construction narrative. Alors, bon, au départ, pour la comédie, j'ai essayé de faire quelque chose un peu presque de comédie humaine, dans le sens, c'est pas du gag. Mais c'est juste quelque chose de l'ordre de l'absurde et de l'humain. Dans la vie, on rit, il y a des choses qui sont complètement absurdes, il y a des choses que moi, je trouve absurdes dans ma société. J'essayais de le montrer et de créer des situations comme ça où il y aurait un petit peu ce côté... J'aime bien dire le mot absurde, parce que pour moi, le rire dans ce film-là, c'est on rit de l'absurdité de certaines situations qui, à la base, semblent être des situations réelles, ou du moins sérieuses pour les personnages qui les interprètent. Et nous, c'est l'absurdité de cette situation qui nous fait rire. Et par rapport au rythme, alors là, on a travaillé beaucoup, mais en post-production par rapport au rythme, de comment commencer le film. On a déplacé certaines séquences pour pouvoir... avancer quand on voyait que le début du film est un peu long. Il correspondait pour moi à un petit peu une entrée très très douce et très peut-être
pas sombre, allez, j'arrive pas à trouver le mot. Comme si on a l'impression de rentrer dans un cimetière d'abord, on appréhende le lieu, on sait pas trop. C'est l'image de ton personnage féminin. Oui, parce voilà, que c'est ça. Et même au niveau de, et même elle sait pas où est-ce qu'elle débarque. Elle arrive avec 2 petites valises. Ouais. Elle commence à s'habiller petit à petit des costumes de sa sœur. Tu sais à qui elle m'avait pensé à ce moment-là, à Blanche dans Un tramway nommé Désert quand elle arrive avec ses valises. Avec ses valises. Et du coup, j'avais envie de ce personnage-là qui débarquait avec ses bagages, finalement, avec tous ses a priori. Et elle y va doucement, Et c'est au fur et à mesure que l'histoire avance, même le spectateur, les débuts, les premiers, pas gags, mais les premiers moments de rire, je sens par exemple dans la salle que les gens hésitent. Ils savent pas. À ce moment-là, c'est peut-être ils savent pas si c'est fait exprès. Si à ce moment-là, il doit sourire ou pas. Je sens des sourires dans la salle, mais je sens pas des rires. Et c'est petit à petit, quand les gens commencent à s'habituer au lieu, à presque l'oublier, comme un lieu sinistre, comme un cimetière, et à s'habituer à cet endroit, à s'habituer aux personnages, et comment ils commencent à rire avec eux. C'est un petit peu comme une rencontre, quand on rencontre quelqu'un la première fois. On se tient bien, on se tient droit, on sait pas trop comment on va faire, on discute sérieusement, et puis petit à petit, la soirée avance, et on s'amuse bien, et après on ressort avec ce film en ayant eu... si c'est possible, beaucoup d'émotions, différentes émotions. Je veux pas tomber dans le pathos, ça me fait très très peur, même en tant qu'auteur et en tant que réalisatrice, les films qui sont très lourds au niveau émotionnel. Il y a eu des moments dans ton scénario, les premiers scénarios. Oui, je pense qu'il y a eu, bien sûr. C'est pour ça que, je sais pas si tu as remarqué, mais j'essaye à chaque fois quand il y a un moment d'émotion, quand ça monte et que je sens que je tiens plus, moi, par rapport au drame, que je casse un petit peu cette scène avec quelque chose. C'est l'exemple de la scène où elle crie à la fin, enfin je vais pas dire ça parce que bon, on va pas raconter à la fin, mais quand elle dit moi je veux ça et ça, et à un moment donné, elle tombe. Et je casse la scène avec quelque chose de jouer avec le rythme comme ça. Et ça, c'était à l'écriture, parce que j'avais peur du pathos, et j'avais peur de ne pas faire rire, donc ça partait comme ça. Et après, au montage, c'est surtout sur la longueur du film. À quel moment commençait le film? Parce que, allez, pour parler plus dans le détail, il y avait des séquences qui n'étaient pas au début du film, donc le film avait beaucoup plus de mal à débuter, l'histoire. Du coup, on a essayé de faire avancer quelques scènes un peu légères pour que le début du film ne soit pas trop plombé et qui donne une mauvaise... qu'on passe vraiment d'un univers trop sombre et du creux de la vague vers quelque chose de plus léger, on va dire. Donc, on a essayé au niveau du montage de restructurer le film. Et là, le montage, on a eu beaucoup de versions auxquelles on a convié quelques amis cinéastes, des gens qui ont travaillé dans le film, en disant voilà la version qu'est-ce qu'ils en pensaient. Les gens disaient écoute, au début je sens un peu, là je sens le creux de la vague, là on recueillait les réactions de ces premiers. Comment j'ai envie de te dire ça, un peu casse-gueule, parce que j'imagine, je reviendrai après là-dessus sur ta vision du cinéma, parce que je trouve que c'est important d'en parler aussi. Tu as ta vision du cinéma, tu as une manière de voir le cinéma, et quand tu convies certaines personnes à venir, elles ont aussi... leur vision, bien sûr, et on peut... j'ai eu quelqu'un qui, dès le départ, n'a pas du tout aimé le film, et c'était dur d'entendre 2 heures, alors qu'on est en train de construire le film, d'entendre 2 heures de critiques très acerbes sur le film. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faut s'armer d'ouverture d'esprit. Il faut s'armer de conviction personnelle, de se dire oui, ça, ok, peut-être que j'ai mal géré cette séquence-là, mais ça, c'est ce que je veux. Et donc, quand on sait ce qu'on veut, même si on doute, il faut douter, parce que, pour moi, il y a des gens qui doutent pas, tant mieux, ça leur réussit. Moi, si je doute pas, j'ai l'impression que je ferai n'importe quoi, parce que pour moi, je dis, quand je suis sûre de moi, c'est là où je me casse la gueule. En plus, j'ai bien essayé ça dans la vie. Donc, dès que je suis sûre, je me casse la gueule. Donc, moi, j'aime bien douter. Mais en même temps, je pense que ce film ou ce scénario-là existe depuis tellement d'années qu'il y a des choses qui sont, pour moi, assises. De l'ordre de... Tu sais, je vais te raconter quelque chose. J'ai fait un atelier en Jordanie avec les gens de Sundance, et ils ont ramené un très grand scénariste. Alors je me rappelle pas de son nom, mais je vais te dire quel film il a fait, un film dont je suis absolument grande fan, Goodbye Lenin. Et donc j'ai été hyper contente de rencontrer ce scénariste, et donc je me sois en face de lui, on commence à parler, et à un moment donné il me dit écoute, ce personnage là il faut que tu l'effaces de ton film. J'ai dit effacé, complètement effacé.
Elle m'a dit oui. Je dis mais je peux pas l'effacer. C'est un personnage clé pour moi, qui était Nabil. Donc elle m'a dit non, si tu n'effaces pas ce personnage-là, ton scénario c'est mauvais, on va dire ça. C'était sur quels arguments qui nous détachait complètement de l'histoire, qui nous emmenait vers une autre histoire trop secondaire, trop importante peut-être par rapport à l'histoire d'amour et tout, qu'il était trop en marge de l'histoire. Et à ce moment-là, même si je suis une fan absolue et que j'aurais pu dire amen à ce qu'il a dit, non, je lui ai dit non. Je suis prête à retravailler ce personnage-là, si c'est pas cohérent, de le faire rentrer dans l'histoire, de le réimpliquer dans l'histoire. Ça, je suis prête à le faire. Mais à effacer des choses auxquelles j'y crois, non. Donc, je pense que pendant toutes ces années-là, même tu parlais de façon de travailler, je sais pas, après c'est les autres qui peuvent dire, mais je pense que je suis quelqu'un qui, même sur le plateau de tournage, écoute les autres quand le directeur photo dit que voilà, ça c'est mieux et tout. Après, je me donne toujours le droit d'avoir le final cut ou la décision finale. Quand je décide de quelque chose, je sais que n'importe qui pourrait venir me dire le contraire, je reste fixe dans mes idées. Mais je m'autorise à écouter les autres et apprendre d'eux aussi. Un comédien, on apprend de lui, un directeur photo, un monteur, quelqu'un qui passe par là, qui te dit quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Je pense qu'il faut se laisser cet espace-là d'écoute et en même temps être assez, pas sûr de soi, mais au moins d'avoir une petite assurance qui te permet de ne pas non plus... tanguer. Est-ce que tu penses que dans tes 2 premiers films de court-métrage, est-ce que tu doutais aussi dans ces 2 courts-métrages Bien sûr, mais je doute tout le temps là pour écrire le prochain, mais je suis morte de trouille. Je doute beaucoup, mais en même temps, c'est des films... même si ils plaisent ou ils plaisent pas, même s'ils me plaisent à moi ou il y a des choses qui me plaisent pas, j'ai appris, j'ai fait des films, j'ai appris, je me suis dit bon, quand je revois aujourd'hui, je me dis j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça. Pas facilement. J'ai revu le Djinn il y a l'an dernier, je l'ai revu parce que Nouakchott m'avait invité pour montrer le film, donc j'étais dans la salle, je l'ai revu. Et en plus, j'étais en plein post-production son sur ce long-métrage. Et quand j'ai revu le film, je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait un film muet. Il n'y avait pas de... Comme c'est fait d'une manière artisanale, mais muet, genre dans les... Je sais pas moi. C'était du Chaplin à ses débuts. Et encore... Mais j'entendais rien. Tout ce que j'avais appris sur ce film-là de post-production son, de montage, de bruitage, de mixage et tout, que j'avais pas fait pour mes courts-métrages parce que c'était du homemade, on a fait ça à la maison. Donc, je me dis, j'ai pas fait ça et tout. Et même, c'est dur de revoir. Même aujourd'hui, mon long-métrage, quand je le revois, je me dis, j'aurais dû faire ça, Mais durant ces 8 années, il n'y a pas eu un moment où tu en as eu un peu marre de de tes personnages, tu en as eu marre de cette histoire, tu voulais laisser tomber? Laisser tomber, non. Mais oui, à un moment donné, la tête un peu, tous ces personnages dans ta tête. En plus, ils étaient là, ils existaient. Donc, c'est ça, ouais. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'écrire. En fait, j'écris beaucoup. Donc, ça me permet d'être sur... Même si je suis un peu brouillant et déstructurée, c'est pour ça que je te disais, j'aime bien. Dès que j'en ai marre d'un scénario, en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre une autre page et j'écris autre chose. Donc, ça me permet d'aller vivre avec d'autres personnes pendant un moment. Et quand l'occasion se présente, quand des fois j'ai des idées, je reviens au scénario initial. Mais à un moment donné, j'ai arrêté complètement de le lire. Les 2 dernières années, j'ai arrêté. Je me suis dit, quand il se fera, je relirai sur place. Et j'ai dû relire quelques jours avant le tournage quand on a fait l'italienne. Et d'ailleurs, alors, tes personnages secondaires qui sont importants, tu pensais déjà à certains comédiens, par exemple le personnage de Nassima joué par Imen Noël, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as écrit en fond pour elle? Écrit non. Quand j'ai commencé à écrire en 2010. Est-ce que ça t'arrive? Ça m'est arrivé, mais pour la série par exemple, seulement, et pas forcément pour un comédien. C'est quelqu'un qui physiquement m'a inspiré un personnage et je me disais si je tourne, je prendrais peut-être ce comédien-là. Ou du moins des fois quand on commence à écrire,
Bien évidemment, c'est quelque chose qui nous échappe. On commence à penser au casting, même si on ne doit pas le faire, parce qu'on ne sait jamais. En plus, chez nous, on prend tellement de temps à faire un film que tu écris un personnage qui a 15 ans, tu fais le film 10 ans après, bah, celui que tu as casté, il aura 25 ans. Donc tu peux pas caster, il faut caster à la dernière minute et en plus promettre un rôle à un comédien et après Oui, c'est vrai que ça, c'est le problème. C'est pas joli à faire. Donc moi, j'essaye de ne pas faire ça. Mais secrètement, oui, il m'arrive d'avoir des comédiens en tête, même si c'est pas eux qui ont joué dans ce film, mais du moins avoir un profil en fait, avoir un profil de physique, un regard, quelqu'un, une gestuelle et tout. Et après, plus tard, quand tu fais le casting, tu vas chercher quelqu'un qui ou ce comédien-là, si tu fais vite, ou un autre comédien qui est libre ou alors qui correspond un peu au personnage. Mais j'écris pas pour le moment, hein, j'écris pas pour des comédiens. Je pense que je peux pas avoir ce luxe-là parce qu'il faudrait que le film se fasse dans l'année. C'est dingue, c'est vrai qu'on est dans une cinématographie où tellement incertaine qu'on peut mettre parfois 5 ans pour faire un court-métrage et 10 ans pour faire un long-métrage. Mais j'avais pas pensé à ce que tu me disais, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre malheureusement de penser à un comédien parce qu'il se pourrait que d'ici 5, 7, 8 ans, soit il ait pris 10 kilos de... C'est ça. Soit il est mort, ou il veut plus faire de cinéma, ou je ne sais. C'est terrible. C'est ça. Il est sur un autre film, le jour où tu vas tourner, il te dit, mais écoute, non, moi je suis sur un autre film. C'est terrible, ouais, j'ai pas pensé à ça, effectivement. Ou alors, comme maintenant, ils font tous, ils sont en train de... Tesla le fun, ils sont en train de... Je sais pas comment dire en français. Ils sont en train de quitter le métier. Ah, beaucoup quittent le métier ? Oui, après sur Facebook, après en vérité, je sais pas, mais il y a un ras-le-bol des comédiens aujourd'hui. Oui, si on commence à... Oui, effectivement. Mais... Donc, rien n'est sûr, mais on ne sait même pas si nous-mêmes, on va être là pour pouvoir tourner ces films. Est-ce que tu sais faire autre chose que du cinéma ? Est-ce que tu te vois faire autre chose que du cinéma un jour dans ta vie ? Alors, je peux faire le mahajib. Attention. Là, c'est même pas vrai. En plus. Nous sommes contre ce genre de propos. Hein. C'est même pas vrai. Tu vas avoir des problèmes. Non, mais cette question, je te la pose parce que... Oui, bien sûr. Genre, je pense que tu baignes dans le cinéma depuis toujours et... Non, est-ce que tu arriverais à faire autre chose que le cinéma ? Non, je pense pas. Je fais d'autres choses en parallèle, mais arrêter le cinéma, je pense que... Si je devais arrêter, j'aurais arrêté il y a longtemps, j'aurais pris un métier plus facile, plus stable et tout, mais bon, ça m'intéresse absolument pas. Là, ça veut rien dire la stabilité, ça veut rien dire. C'est l'argent et tout, c'est bien, mais... Genre, on s'ennuie tellement. On s'ennuie tellement quand on... Très bien, je sais pas, avoir de l'argent, ça doit être super cool d'avoir beaucoup d'argent, mais en même temps, si t'as que ça dans la vie, ça doit être triste aussi. Du coup, tu vas commencer à faire n'importe quoi pour retrouver cette adrénaline que moi je ressens à chaque fois que j'écris, que je rencontre des gens, que je vois des films, que je tourne. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'entre le moment où tu tournes Jean et le moment où tu tournes... Ouais, c'est difficile. C'est surtout ça. Maintenant, comment ça... Là, j'imagine que tu n'as qu'une hâte, c'est de retrouver un plateau de tournage. Oui. Moi, j'ai de la chance dans la vie. Je trouve que je suis quelqu'un qui a de la chance, alhamdoulilah. Je travaille à la télé, je suis journaliste, donc ça me permet de ressortir en tournage, en reportage, même si c'est absolument pas la même chose, mais de temps en temps, j'ai cette chance de pouvoir monter un sujet comme je le veux, comme je l'imagine. Donc, il y a ce côté, être sur un plateau de tournage, avoir une caméra, avoir un ingénieur du son, même si c'est du reportage, mais même dans le reportage, moi je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fiction, parce qu'on en fait ce qu'on veut, on tourne quelque chose, et quand on le monte, on en fait ce qu'on veut. On peut raconter, on peut être 10 journalistes et raconter 10 choses différentes du même événement. Sans travestir la réalité. Oui, sans travestir. Bon, si tu commences à travestir, sans travestir, ça dépend. Ça dépend des fois. Mais non, sans travestir, bien sûr. Il faut être très honnête au maximum. Après, faut être journaliste. Oui, après, il faut être journaliste, mais après, ça dépend de l'organe dans lequel tu travailles. Tu continues encore à travailler ? Je pensais que tu avais arrêté, tu étais unique. Non, je suis toujours journaliste sur Canal Algérie. Et parce qu'on parle de Canal Algérie, tu as eu cette émission de cinéma qui s'appelait Travelling. Oui. Et c'est une question un peu... Ça va peut-être te surprendre, mais est-ce que cette émission-là, comme tu l'as conçue et comme tu l'as fait produire, est-ce que tu sens qu'elle a été utile ?
est utile dans le... Sincèrement, j'ai compris la question. Compris. Sincèrement, je pense que oui, et pas que travelling. Parce que quand j'ai commencé à la télé, moi, je pensais pas du tout faire une émission. Je pensais pas être animatrice. Je pensais vraiment, je suis rentrée pour réaliser quoi, je sais pas. J'avais 24 ans, 25 ans. Je venais de finir mes études. J'avais envie de travailler dans le cinéma. Il n'y a pas de circuit cinématographique, il y a la télévision. J'ai eu cette opportunité de rentrer. Je pensais que j'allais réaliser, que ce soit des émissions autour du cinéma, ou que j'allais plus être derrière la caméra que devant. Et tu n'avais aucune formation dans ce métier-là Non, j'ai une formation de psychologie et sciences d'éducation. Donc, ça a plus rapport avec l'écriture. D'ailleurs, si j'ai choisi la psycho, c'était pour pouvoir continuer à écrire, mais d'une manière plus complexe, comprendre l'humain d'une manière plus complexe. Donc, non, mais après, ce que je faisais, c'était pendant mes études à la fac, je partais l'été, je faisais des ateliers, des stages. J'avais fait la FEMIS ici pour l'université d'été à la FEMIS et tout. Et j'étais assistante ou stagiaire ou sur des productions. Donc, j'avais je connaissais un peu le métier, en plus avec des parents qui travaillent, qui sont dans le cinéma. Tu ouvres les yeux sur ce métier. Tu es tout le temps sur des plateaux de tournage, tu es tout le temps au milieu de discussions, de montage, de réunions de pré-production et tout. Donc, pour moi, c'était pas dépaysant de rentrer à la télévision. Ce qui était dépaysant, c'était d'animer. Donc, j'avais commencé en 2005 par animer une rubrique cinéma. Et à ce moment-là, ce qui, pour moi, était magique, et j'ose le dire aujourd'hui, c'est que je me rappelle quand je suis rentrée, quand je parlais de court-métrage, les gens me disaient, mais c'est quoi ça? C'est genre un truc amateur, un truc trop court. Vraiment, on n'avait aucune idée de ce qui est, du moins, autour de moi, j'avais l'impression qu'on n'avait aucune idée de ce qu'était un court-métrage. C'est quelle période, ça? En 2005. D'accord. Donc, ce que c'était un court-métrage. Et puis, petit à petit, déjà au niveau de mes collègues, j'ai commencé à sentir que le court-métrage commençait à rentrer dans l'esprit des gens comme étant un vrai film cinématographique, que les gens qui le recevaient, c'était pas juste des petits jeunes amateurs auxquels on fait plaisir, on les ramène à la télévision pour parler de leur film. Non, c'est des gens qui ont des choses à dire, c'est des vrais cinéastes, que c'est le futur du cinéma algérien aussi et tout. Donc ça, et les métiers, et donc moi, ça m'a... Juste ouvrir sa télévision un matin et chaque mercredi, inviter un maquilleur, un musicien, un directeur de la photo, un réalisateur, tous les métiers, un costumier. Chaque semaine, c'était ça. Chaque semaine. Juste ça. La télévision, c'est quand même un média lourd et qui touche beaucoup de gens. Puisqu'en Algérie, tu as les spectateurs algériens et les spectateurs ici en France ou au Canada et tout. Donc, faire connaître le cinéma, pour moi, c'était mon combat de l'intérieur. J'avais des critiques en me disant oui, tu travailles pour l'État et tout. Mais c'est pas important. Travailler pour l'État, on vit tous en Algérie, donc on vit tous pour l'État. Mais ce qui était important, c'était de participer un petit peu. J'aime ce métier. C'est pas juste pour le faire et je fais des films et je vais dans les festivals et tout. J'aime sincèrement ce métier. Donc parler des autres, ça nous fait tous avancer finalement. C'est pas juste je passe à l'écran, je vais parler de je sais pas quoi. Et après, j'ai eu des petits creux comme ça où on m'a demandé de faire d'autres choses. Et là, j'ai compris réellement que j'avais pas envie de parler de... j'aime bien les expositions, mais j'en parle très mal. J'aime bien le théâtre, mais j'en parle très mal. Ou alors, c'est pire si tu m'envoies parler d'un marché de l'artisanat ou pire encore, d'un marché des pommes de terre et tout. Je sais pas parler super bien de ça. Du moins, j'y mets pas autant de cœur que de parler de cinéma. Je pense que tu comprends de quoi je parle. Et puis, après, il y a eu Travelling. Et la Travelling, c'était pour moi la meilleure période à la télévision parce que réellement, j'avais une émission construite comme je l'imaginais. C'est une saison au départ on a pu faire, on va dire, à 80% ce qu'on voulait. Et la deuxième saison, on est rentré en studio. Et là, c'était horrible. J'ai pas pu continuer. Je pouvais plus assumer une émission qui ne répondait pas à ce que je voulais communiquer. Oui, parce que ça se tournait un petit peu partout. Oui, la première saison. Oui. Ouais, la deuxième saison, on est rentré en studio. Donc j'ai arrêté et j'ai fait une autre émission qui s'appelait Fenêtre sur cour avec T. Donc en référence au film de Hitchcock, mais avec T par rapport au court-métrage. Voilà. Et là, je faisais de la diffusion de court-métrage complet. Donc j'avais des amis qui me donnaient gracieusement leurs films.
Mais après, ça s'épuise vite parce qu'il faut trouver des courts-métrages, il faut trouver des gens qui acceptent de donner gratuitement leurs films. Il faut trouver 3 courts-métrages par épisode, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Et ça, sur toute une saison, quand tu es seul, c'est très... C'est ça, j'allais te dire, au jour d'aujourd'hui, il y a cette émission de cinéma sur Canal Algérie présentée par Amir Nebatch. Oui. Ciné-thématique. Ciné-thématique. Alors, dis-moi, il y en a d'autres à la radio, à la télé? Alors, je sais que même nous, à Canal Algérie, il y en a 2. Il y en a une de Amir Nebatch, ciné-thématique. Donc, il invite des cinéastes ou des gens qui sont en relation avec le film et tout. Et en plus, on a cet avantage avec lui de voir des films, c'est ça. Des longs métrages, que ce soit algériens. Parfois des raretés. Des raretés, oui. Il a regardé Les Fenêtres et Les Aventures d'un héros de Louache. Il a passé de très très bons films et continue à se battre et il se bat beaucoup pour ça. Et puis il y a une autre émission de Nabil Kitouni, c'est une nouvelle émission qui s'appelle Nabil, excuse-moi, j'ai oublié le titre de ton émission. Mais c'est une émission... c'est une émission cinéma qui parle des métiers. Musique. Ah oui, d'accord, je vois très bien c'est laquelle. Et sur la radio, et c'est la radio algérienne? À la radio algérienne, je sais que sur la chaîne 3, je sais pas, la chaîne francophone, mais sur les autres chaînes, je sais qu'il y a. Il y a Rania qui a une émission, il y a Daouya, je pense, qui fait aussi sur le Bahja quelque chose sur le cinéma. Il y a Rania qui, sur la chaîne 1, je sais qu'elle fait une émission de cinéma qui est très très écoutée. Il y a Faisal Chiban qui est sur la radio culturelle, qui fait une émission cinéma. Non, les radios, je pense que chaque radio a 1 ou 2 émissions cinéma. Et toi, ça t'intéresserait si on te proposait une émission de cinéma, que ça soit à la radio ou à la télé? On va dire plutôt la radio. Ça t'intéresserait? Et tu as ta carte blanche, hein? Oui, bien sûr. Parler de cinéma, ça ne peut que m'intéresser. Après, comme tu as dit, voilà, carte blanche et être à l'aise et partager un moment avec des cinéastes et des auditeurs. Oui, bien sûr, ça fait ça. Ce qui me manque aujourd'hui, que je fais plus cette émission, c'est vraiment ça. C'est cette rencontre. C'est de parler avec quelqu'un et lui dire, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ça? Et partager, et donner envie aux gens d'écouter la personne qui est invitée. Après, une autre personne le lendemain ou la semaine d'après. Et les gens se construisent un imaginaire comme ça autour de ce métier et ça les pousse petit à petit à aller voir des films. C'est ça. C'est que si, pendant une émission, tu pousses juste une personne à se dire, j'aimerais bien aller voir ce film au cinéma. Je parle en Algérie, par exemple. Et que, même si elle y va pas, mais au moins tu as mis ça dans sa tête, elle va le communiquer et ça fait effet boule de neige. Et un jour, je suis sûre que, parce que les médias ont un rôle très important à jouer aujourd'hui pour pousser les gens à aller voir des films. Parce que si on commence juste à être un média et à s'acharner sur les productions algériennes, par exemple, ça n'aide pas finalement. Je dis pas qu'il faut être complaisant, c'est pas ça. Mais au moins être un peu équilibré et dire ok, voilà, même si ce film j'ai pas aimé, j'ai détesté. En gros, tu dis qu'il faudrait qu'il y ait que la critique de cinéma finalement. Oui, voilà, de la critique qui pousse les gens à aller se faire aussi leurs propres idées. Parce que on sait très bien, et partout dans le monde, et à l'avis des critiques et à l'avis des spectateurs, mais il faut pas que l'un, encore une fois, il faut cohabiter. En fait, on y arrive toujours à essayer de trouver cet équilibre. Et en Algérie, c'est très précaire. On a une situation, une condition dans le cinéma très très compliquée, très fragile. Si on pousse encore à détruire les gens qui essayent de travailler, eh ben le public il va dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend en Algérie? Film algérien, ça m'intéresse pas. Il sait même pas de quoi il s'agit. Il sait pas s'il est bon ou s'il est pas bon. À la base, il a pas envie d'aller voir un film algérien. Ton film, j'ai envie de te poser une question horrible. Vas-y. Quand est-ce que tu vas le mettre sur Internet? Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pourquoi je te la pose cette question? J'attends qu'il le pirate. Non. Sérieusement, ton film, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il continue encore sa tournée en Algérie? Oui, bien sûr. Par exemple, là, à Béjaïa City, donc à Béjaïa, on n'a pas voulu le montrer jusqu'à septembre parce qu'il y a les rencontres de Béjaïa. On aimerait bien pousser les gens à venir aux rencontres et vice versa, que les rencontres poussent les gens à venir voir notre film et les gens de Béjaïa qui sont en train d'attendre le film partent pour les rencontres. Donc encore une fois, c'est une espèce de collaboration comme ça, où on s'entraide entre nous. Et on attend parce qu'on a fait des petites annonces à chaque fois à la télé ou à la radio en disant que s'il y a des directions de culture qui veulent le film, qui nous appellent. On n'est même plus dans une configuration économique et financière. Distributeur quand même. Oui, voilà.
C'est malheureusement à C'est l'image un de métier ce qu'on de connaît ce- pas trop, c'est même pas notre métier, C'est même ça que le j'allais dire, producteur, c'est même pas notre métier. Ouais. Aujourd'hui, on nous dit pourquoi vous distribuez pas ce film, c'est même pas notre métier et on n'est même pas censé savoir le faire, ce métier. Il y a des gens qui le font très bien. Pas chez nous, parce qu'on a très peu, on en a. Hein. Il y a MD Ciné qui distribue, et je pense que c'est le seul aujourd'hui. Il y avait Zertal, mais je pense qu'il a arrêté. Maintenant, il s'est mis à la production. Il a trop galéré pour distribuer ses films. Et MD Ciné, il a trouvé une formule qui est intéressante, mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'il aille encore plus loin, parce que pour pouvoir montrer ses films un peu partout en Algérie, il n'y a pas beaucoup de salles, donc voilà, il répond à un besoin qui est du film du blockbuster et tout, et tant mieux. Tant mieux. Les gens, aujourd'hui, ils vont voir du Harry Potter. Le lendemain, ils vous auront envie d'aller au cinéma. Bah, ils iront voir mon film, ou le film de Kanem Moussaoui, ou de Yanis Koussim. Des films, pas des blockbusters américains. Des films algériens, ou des films, j'allais dire, d'auteurs. En fait, le problème que vous vivez, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de politique cinématographique en Algérie. Ni culturelle, ni cinématographique. Il y a un vrai vide. Parce qu'on le dit à chaque fois, l'Algérie, elle a de l'argent. On n'a pas de problème d'argent. Il y a de l'argent, hein. Ok, pas beaucoup, on croule pas sous l'or, j'imagine que l'État n'a pas, mais il y a assez d'argent pour pouvoir faire fonctionner le milieu cinématographique ou le milieu culturel, mais il y a un vrai, flou, on va dire, sur les intentions et sur la politique, la stratégie, on va dire, la stratégie culturelle. C'est flou, on ne sait pas. Tous les jours, on a des nouvelles lois. On se réveille, on dort, on se réveille, on a une nouvelle loi. On dort, on se réveille, on a un amendement. On dort, on se réveille, on a une nouvelle directive. On sait plus. On est là au fur et à mesure. Par exemple, on te demande, vas-y, tu as un projet. On va te demander une liste de choses à faire. Le temps que tu partes et que tu reviennes avec ce dossier-là, les règles ont changé, il faut refaire autre chose. Et ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et quand tu es créateur, c'est très difficile. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, tous les créateurs sont producteurs, finalement. On produit nos propres films. Ça veut dire, moi, quand j'arrive à tourner mon film, je suis déjà épuisée de toute la préparation. J'ai une productrice, elle fait le maximum, mais je veux dire, je suis impliquée aussi en tant qu'auteur. Tu ne peux pas ne pas être impliquée parce que tu te poses des questions, tu dis pourquoi ça n'avance pas, pourquoi. Ben, la productrice, elle va t'expliquer. Et du coup, tu es concerné. On n'est pas des gens qui sont en train d'écrire sur une île, en train de siroter des cocktails et après on va faire nos films. Non. On subit la même réalité que les producteurs, que les comédiens, et ça frustre tout le monde. Ça donne des fins ouvertes comme dans ton film. Bah mais si on n'avait pas d'espoir, on continuerait pas. On serait tous en train de faire autre chose. Souvent, on nous pose cette question, mais vous êtes fous de faire des films dans un pays qui produit pas de cinéma? Mais c'est pas grave, c'est notre passion finalement. C'est notre passion, c'est notre métier, on se bat pour aussi. Parce que même mon père, il me dit tout le temps, cinéaste, ça veut pas dire juste faire des films. Ça veut dire faire son métier. Je sais pas si tu comprends C'est-à-dire que tu te bats pas juste pour un film, tu vas le tourner et tu le finis. Tu te bats pour ton métier depuis les bases. Tout, tu te bats pour tout. Après, le film, c'est un résultat de tout ça. Le film, c'est le résultat de tout. Le film, c'est pas lui le tout. C'est quand tout fonctionne bien, bah, t'as un film, t'as 2, t'as 3, et après t'as une industrie et tout. Le film, c'est le résultat final. Dernière question avant de te laisser. Sans dévoiler l'intrigue, sans détailler même, je suis très surpris quand même de la fin de ton film. Oui. Alors, oui. En fait, j'ai réfléchi. C'est une fin ouverte, c'est une fin à laquelle j'ai réfléchi beaucoup. C'est une fin très surprenante. Que j'ai tourné plusieurs fins même. Ah, on va pas les dévoiler. Non, j'ai tourné plusieurs fins et j'ai fini par celle-là. Parce que, en fait, il y a quelque chose. Souvent, il y a des gens dans la salle qui, dans la fin, pas triste, mais un petit peu nostalgique. Et je me dis, ça c'est beau. Parce que ça veut dire que l'humain est bon en soi. Ça veut dire que s'il ressent un peu de mélancolie à la fin, c'est qu'il est bon en soi. Et sans dévoiler la fin, pour moi, c'est une fin heureuse pour les deux personnages, mais comme ça, pas comme ça. Je sais pas, on voit mes mains dans ta vidéo? Je crois, oui. Donc, et comme c'est une radio, donc je vais dire, c'est une fin vers quelque chose et non pas en croisée. D'accord. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de t'entendre
Bah écoute, je parle beaucoup, donc merci de m'avoir donné senti à l'aise, cet c'était bien. espace. C'était bien. Ça va, j'étais à l'aise. Tu m'as étonné. Au départ. En tout cas, merci beaucoup parce que ça nous a fait vraiment plaisir. En plus, c'est la dernière de cette saison, donc encore plus plaisir. Moi, je peux te poser une question. Ah mais vas-y, je t'en prie. Il y a un cimetière en face, c'est ça? Oui, Père-Lachaise. C'est Père-Lachaise, je me disais bien. On l'a pas fait exprès. Je suis pas sûre. On l'a pas fait exprès. En tout cas, merci beaucoup Yasmine d'être venue et merci aussi à la productrice d'être là hors champ, mais elle est là. Oui, elle est là tout le temps, elle est hors champ, mais c'est elle qui m'a soutenue et ça, je tiens à le dire parce que souvent on dit ouais, c'est le film de Esme Chouir et tout, mais ma sœur, qui est ma productrice Karima, elle a autant de mérite parce que c'est son premier long métrage en tant que productrice aussi, et les producteurs ils galèrent réellement. C'est vrai qu'ils ont le mauvais rôle, mais ils galèrent aussi parce que souvent on les rattache au gain d'argent, alors que c'est quasiment ceux qui perdent le plus en faisant des films. Donc chapeau à tous les producteurs, pas que ma sœur, mais tous les producteurs, à Debzi, à Tala, à tous les gens qui sont en train aujourd'hui les Khouja et tout, qui sont en train de croire en ce métier-là. En tout cas, on fait un salut bien évidemment à Yamina et Mohamed de l'autre part. Je tiens à remercier très fort Lamine Bouaziz qui nous a accompagnés depuis 6 émissions. Ça fait pratiquement 1 mois et demi, 2 mois. C'est un peu l'homme aux mains d'or, voilà, pour faire une référence cinématographique. Je remercie bien évidemment Rémi, Yacine et Mohamed Alalou de nous avoir fait confiance. Et puis j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Merci beaucoup Yasmine. Merci. Bonnes vacances à toi. Oui. Et que le film continue. On fait comme ça. Merci. Au revoir. Il n'y a que le cinéma qui peut rendre aussi fort ce genre de geste. J'ai cette impression-là. Il est bien ce film, Je pense par contre au dernier plan qui est magnifique, un des plus beaux plans que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile. C'est bien, il est très très beau ce plan. Enfin, ces deux films se rejoignent par rapport je dirais pas la thématique, mais plutôt l'univers que tu filmes, qui est l'univers de l'enfant. Tu tutoies? Oui, on se tutoie. On se tutoie ou on se voit? On se tutoie. Oui, parfois c'est pas évident.